Je la change? Oui, change-la. Et le reste, faut qu'on l'arrange, non? Oui, enlève les pierres et nettoie la tombe. Nous avons des petits-enfants. Ils ont moins de 2 ans. Nous les avons mis à l'écart pour que personne ne les piétine. Et je vais aller prier pour eux. Quand nous enterrons des petits-enfants, il n'y a personne qui prie pour eux. Plus de père, plus de mère, plus de frères et de sœurs. C'est seulement Dieu, moi et l'enfant. Pour moi, c'est la situation la plus bouleversante. Un numéro à la place d'un nom. Des Afghans, des Pakistanais et une majorité de Syriens. Au fond de son cimetière d'Izmir, l'imam Altan veille sur les âmes des anonymes. Il a fait enterrer au total 400 migrants noyés. Parmi ces damnés de la mer, un quart n'a jamais été identifié. Ce sont les anonymes. Tous anonymes. Nous conservons ces documents pendant 100 ans. Et si un proche vient chercher quelqu'un un jour, il pourra utiliser ces archives. Voilà, c'est un système de marquage. Mais depuis une semaine, pas un numéro de plus. Les traversées de migrants entre la Turquie et la Grèce se sont quasiment arrêtées, et avec elles, les noyades. Dieu merci, après les négociations, nous avons arrêté de recevoir des corps. Pour nous, c'est vraiment une excellente nouvelle. Aujourd'hui, à Izmir, les rares réfugiés qui traversent sont ceux que la Grèce renvoie en Turquie. Dans ce ferry affrété pour l'occasion, les premiers expulsés. Ils sont 202 au total, sous bonne escorte. Pour un homme à bord, un policier. Au port, autant de caméras les attendent pour filmer leur retour. C'est une vaste opération de communication. Ces hommes vont ensuite être transférés vers la gare routière. De là, ils seront conduits vers le centre de rétention du nord du pays, en bus. Cette opération symbolise l'accord signé le 20 mars entre l'Europe et Ankara. Un accord souvent qualifié de marchandage. La Turquie a accepté de reprendre les migrants dont la Grèce ne veut plus, en échange d'abord de 6 milliards d'euros versés sur 3 ans directement aux organisations qui aident les Syriens. Mais aussi de la reprise des négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et de la promesse de voyage plus facile pour les Turcs en Europe. Peut-être pour vous, c'est difficile à comprendre, mais un étudiant Erasmus, il ou elle, cet étudiant, peut entrer sur le sol turc avec seulement sa carte d'identité. Tandis que moi, en tant qu'un universitaire, une personne avec une famille, etc., je dois faire 1000 papiers avec les comptes de banque, avec tous les détails de ma famille, où j'habite, etc., tous ces détails-là, juste pour obtenir un visa. Grâce à l'accord, le gouvernement turc gagne le soutien de son opinion publique. L'Europe, elle, se déchire sur la question migratoire. La Turquie est le premier pays d'accueil des Syriens. Ils sont plus de 2,8 millions dans le pays. À Izmir, depuis l'accord du 20 mars, tout a changé. Avant, le quartier de Basmaneux était un point de ralliement. Les migrants se retrouvaient tous ici pour traverser clandestinement vers l'Europe. Loin d'asphyxier les Turcs, les Syriens faisaient tourner la petite économie locale. Tous les chauffeurs de taxi ont transporté ceux qui rêvaient d'Europe. Mahmoud n'a même jamais autant eu de clients qu'à cette époque. 70 à 80% des gens s'arrêtaient à Basmané avant de traverser le soir. Ils venaient acheter des gilets de sauvetage, des bouées. Parfois, ils étaient à peine arrivés qu'ils partaient directement. Les trajets de Mahmoud étaient quotidiens.
Il conduisait les Syriens du centre vers l'extérieur de la ville. Comme tous ses collègues, le chauffeur savait très bien qu'il amenait les migrants vers leurs passeurs. Souvent, ils venaient les chercher ici en minibus. Moi, j'avais 4 ou 5 personnes dans ma voiture. Ils appelaient un numéro et me passaient le téléphone. Au bout du fil, en général, c'était un Turc. Et je lui demandais où je devais les déposer. Il me disait ici, par exemple. La route s'arrêtait là pour les chauffeurs, au risque d'être accusés eux-mêmes de trafic. Mahmoud l'a appris à ses dépens. Il a fait 3 mois de prison. Quand il est sorti, il n'y avait plus personne à transporter à Izmir. On a perdu les 2/3 de notre activité. Parce que pour tout ce qui est de la nourriture, pour les hôtels, nous, les commerçants de Basmané, cette année et l'année dernière, nous avions beaucoup gagné grâce à eux. Mais un jour, Mahmoud en a eu assez de prospérer sur la misère des autres. Le jour où il a vu la photo du petit Aylan. J'ai pas réussi à m'en remettre. L'image de mon fils m'est venue en tête. Et je me suis dit, et si c'était le mien? J'aurais fait quoi? J'ai pas pu bosser pendant 3 jours. Et si c'était moi qui l'avais emmené? Peut-être qu'il était dans mon taxi, parce que c'est sûr à 100% qu'il est passé par Basmané. Depuis, l'avenue qui conduit au front de mer s'est vidée de ces migrants. Il n'y a plus beaucoup de gilets de sauvetage dans les vitrines. Mais les Syriens ne sont pas tous partis. Les plus pauvres sont pris au piège, comme dans une impasse. Plus d'Europe et plus d'argent pour faire demi-tour. Basmaneux est le quartier pauvre d'Izmir. Yalçın est un petit artisan turc, descendant d'esclaves africains. Quand il a vu la pauvreté des Syriens autour de lui, il a décidé de réunir des voisins pour leur venir en aide. Il faut qu'on soit solidaires. Ils entrent en Europe, on leur dit « c'est pas possible, ils vont ailleurs ». Ça va pas, ils vont en Syrie. Ah bah non, pas possible non plus. Il faut qu'on crée des conditions de vie plus dignes pour eux, plus vivables. Yalçın sait que les Syriens, comme tous les réfugiés, ont honte de dépendre de la charité. À l'abri des regards, dans son petit atelier, il leur donne de quoi survivre. Tiens, il y a celui-ci. Et il y a quoi là-dedans déjà? Ah oui, du sucre. C'est quoi? Je sais pas. Du sel, de l'huile et du boulgour. Du sucre? Oui, il y en a. Et là-dedans, il y a ça, tu vois? C'est pour nous, ça? Je sais pas. Mais 1 kilo de sucre, ça suffira jamais. Yalçın ne se vexe pas. Il sait que la femme a 10 bouches à nourrir à la maison. La ville d'Izmir accueille 90 000 Syriens. La Turquie a ouvert ses portes. Elle accueille 3 millions de réfugiés. C'est une bonne chose d'ouvrir ses portes, de faire venir les gens, d'éviter qu'ils meurent dans la guerre. Mais une fois que ces gens sont arrivés, comment l'État fait-il pour les aider à s'installer, pour les contrôler? S'ils sont fragilisés ou laissés à l'abandon, c'est un peu comme s'ils vivaient un deuxième traumatisme. La générosité de Yalçın et de son association est connue dans le quartier. Le ballet des mères syriennes est incessant. Regarde un peu. Du boulgour, tu vois? Du sucre, et puis voilà. Et n'en parle à personne, hein, c'est le dernier paquet. Mais toi, ça te fera quelque chose pour ce soir et pour tes enfants. Vas-y maintenant, sors et cache le sac dans la poussette pour que les autres ne voient rien. Tu peux lui dire, il faut pas que d'autres Syriens viennent, il n'y a plus rien. Yalçın a dépensé tout l'argent qu'il avait pour la semaine. Il n'a plus de nourriture à donner alors qu'il croule sous les demandes. Des adresses de Syriens, regarde. Des adresses de Syriens. Des téléphones, des adresses, des maisons. Il y a des centaines de demandes. On nous appelle, je dis, viens, prends, hop. L'aide arrive et je les préviens. Un landau, du boulgour, du riz, des pâtes, des vêtements, des robes. Regarde toutes ces adresses, partout, de tous les côtés.
Les numéros aussi, j'en ai plein, des numéros. Il y en a tellement que je ne sais plus quoi en faire. À son échelle, Yalchin est débordé. Mais dans le sud de la Turquie, juste à la frontière syrienne, le problème est d'une toute autre ampleur. Les réfugiés les plus pauvres ont été installés dans des camps gérés uniquement par une agence gouvernementale. Nos caméras sont autorisées à entrer dans l'un d'eux, à Kilis. Un refuge de 360 000 m² où vivent 11 000 personnes. Elles ont une mosquée, des magasins, un hôpital. C'est une petite ville. Nous sommes sous bonne escorte. Encadrés par les attachés de presse de la région et ceux venus d'Ankara, nous avons droit à une visite guidée. Première étape, l'une des 3 écoles du camp. On dit quoi aux invités? Encore une fois, qu'est-ce qu'on dit? Ces quelques mots sont dits en turc, car tous les enfants l'apprennent ici. Le turc, c'est important, parce qu'ils vont peut-être poursuivre leur vie ici. Et pour ça, ils auront besoin de parler au moins un peu la langue. Mais on n'oublie pas pour autant l'arabe, dans les jeux, dans les chansons. C'est quand même une part intégrante de leur vie. Les enfants de moins de 4 ans sont nés ici. Ils sont syriens, certes, mais n'ont jamais rien connu d'autre que la vie dans ce camp modèle. Tout y est pris en charge. C'est pour ça que je considère qu'ils sont mieux lotis ici que dans le centre-ville. Nous attribuons également aux gens qui vivent dans le camp une subvention de 28 € par mois et par personne. Les Syriens à l'extérieur n'en profitent pas, eux. Et puis, ils n'ont pas à se préoccuper des dépenses de loyer, d'eau ou d'électricité. Bon, c'est pour ça que je trouve que les gens qui sont ici ont de la chance. Notre visite guidée continue jusqu'à une partie flambant neuve du camp, mais pour l'instant inoccupée. Là, il y a 1478 containers de 2 étages. Maintenant, ils sont vides, mais on espère faire venir les gens ici assez vite. Bon, là, c'est vide. Et on va aller voir l'intérieur. Ces rangées de containers, sous bonne garde, vont accueillir 15 000 personnes de plus. À l'étage, la vue y est imprenable. Regardez, là, vous pouvez voir la frontière entre la Turquie et la Syrie. Vous voyez d'ailleurs les drapeaux syriens et turcs. C'est le dernier point turc avant la Syrie. Parfois, on peut même entendre le son des bombes. Mais qui va vivre ici? Les Syriens. Enfin, je veux dire, peut-être des réfugiés coincés à la frontière, là-bas. Ou alors, les réfugiés renvoyés d'Europe, d'après les accords. On verra, on ne sait pas trop encore. Renvoyés d'Europe pour s'installer dans une maison en kit, face aux barbelés. L'atterrissage risque d'être douloureux. Bien sûr que ce n'est pas une maison normale. Mais je pense que ça reste mieux que ce qu'ils ont en ce moment. Parce que c'est la guerre et qu'il n'y a plus de maison en Syrie. Donc, cet endroit sera mieux pour eux. Tout au moins pour les Syriens les plus démunis, car les autres évitent ces camps aux allures de prison dorées. Il y en a 22, tout le long de la frontière avec la Syrie. Mais ils sont bien peu nombreux à y vivre. En Turquie, 90% des réfugiés préfèrent s'installer dans les villes. Kilis est la ville frontalière la plus proche du camp. Elle est surnommée la Petite Syrie. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle appartenait même à la province d'Alep. Dans ces rues, une personne sur 2 est syrienne. Le gouverneur de Kilis s'en targue. La ville est d'ailleurs candidate au prix Nobel de la paix. Nous avons eu beaucoup de problèmes à résoudre en ce qui concerne le logement, l'éducation,
la santé et même le domaine socioculturel. Mais nous sommes parvenus à résoudre ces problèmes en mettant en place une bonne communication, à la fois avec nos citoyens turcs et avec les réfugiés. Un enthousiasme loin d'être partagé par tous. Il suffit d'aller frapper à la porte du parti d'opposition laïque et nationaliste, le CHP. Son responsable veut nous montrer à quel point la proximité avec la frontière est devenue problématique. Vous voyez de ce côté, c'est la Syrie par là. Et en haut, c'est Kilis. C'est la périphérie de Kilis. Et puis, il pointe tous les endroits où sont tombées des bombes cette semaine. Regardez, il y a là, et puis il y en a eu ici, et encore là-haut. L'État islamique envoie ses roquettes tous les jours sur la ville pour pousser la Turquie dans la guerre. Tiens, il y a des gens qui se rassemblent. Les combats syriens s'exportent jusqu'à Kilis, et les Turcs n'en peuvent plus. Regardez, regardez. Ceux-là, ils ont été touchés par les bombes. Ces familles-là. Ils manifestent devant les bureaux du gouverneur de façon spontanée. Mais ce sont aussi les pauvres, ceux qui ont souffert, ceux qui viennent se plaindre ici. C'est le seul moyen qu'ils ont de le faire parce que personne ne les écoute, personne ne les prend en considération. Il ne s'agit pas que des roquettes, mais de rancœurs accumulées. Manque de logement, hausse des prix, chômage. La ville est surpeuplée. Kilis est un endroit conservateur où les confréries et les communautés religieuses sont très bien installées. De ce fait, ils éprouvent une grande sympathie à l'égard du pouvoir et du gouvernement. Et ils ne veulent rien dire qui puisse lui nuire. Mais pourtant, au niveau individuel, ils en ont ras la casquette. En particulier ceux qui habitent ici. Dans les quartiers pauvres de Kilis, les Turcs se sentent laissés pour compte. Serkan est chauffeur. Il doit subvenir aux besoins des 10 personnes de sa famille. Les réfugiés, pour lui, représentent un poids de trop dans la société. Les Syriens ici, on n'en veut plus. Jusqu'à présent, nous leur avons ouvert les bras. Nous avons fait preuve d'hospitalité, mais maintenant, en tant qu'habitants de Kilis, on n'en veut plus d'autres. C'est une question de survie. Serkan a beau chercher du travail, cela fait 3 mois qu'il n'en trouve pas. Il estime, comme tous ses proches, que les Syriens cassent le marché. Par exemple, dans le secteur de la construction, alors qu'un travailleur turc demande à être payé entre 15 et 20 euros par jour, les Syriens, eux, sont prêts à travailler d'arrache-pied pour 4 à 5 euros par jour. La famille n'a pas de grosses dépenses. Pour chauffer la pièce, Serkan ramasse du bois dehors. Il n'y a pas d'eau courante dans sa maison, c'est trop cher. Il la puise ici. Ça fait 28 mètres. Je l'ai creusé moi-même. J'utilise toujours cette eau. En plus, c'est plus sain. Maintenant, on n'utilise plus l'eau du robinet. On la prend directement au puits et on la boit. Grâce au petit boulot du fils aîné, la famille paye l'indispensable. Le loyer, qui a doublé en 4 ans, et la nourriture. Il reste 150 euros par mois pour nourrir tout le monde. On n'arrive plus à acheter ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, nous achetons le kilo de yaourt au prix d'1,5 kg. Tout est devenu plus cher, tout. Le prix du lait, du fromage. Oui, c'est un problème. Bien sûr que c'est un problème. À cause de ce manque de travail, on ne peut même plus faire nos courses, même plus. Aucun d'entre eux ne réclame l'expulsion des Syriens du pays, mais ils n'en veulent plus dans leur ville de Kilis. Ils ont dû abandonner leur maison et leurs biens pour fuir la guerre. Moi, je m'imagine à leur place. Et je ne suis pas du tout contre le fait que l'État leur vienne en aide. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous ne voulons plus d'eux parmi nous.
qu'ils se regroupent dans des camps et qu'ils y restent. En ce moment, nous ne voulons plus de citoyens syriens. Sur le marché du travail, les Syriens sont partout. Agriculture, bâtiments, sidérurgie, textile. Les patrons en bénéficient très clairement, surtout quand ils les font travailler au noir. L'économie informelle représenterait 1/3 du PIB turc. Il suffit, pour s'en rendre compte, de passer la porte d'un atelier de confection. Lui, il est syrien. Lui aussi, il est syrien. Cet atelier, Bedrettin l'a ouvert il y a 3 ans. Syrien. Il n'a rien à cacher. Syrien aussi. Lui, il est syrien. Encore un syrien. Seuls 2 employés sont turcs. Pour le propriétaire, c'est tout bénéfice. Je ne trouve pas du tout logique l'attitude de l'Europe qui refuse d'accueillir les migrants. Pourquoi? Bon, parce que c'est de la main-d'œuvre. En Europe, il y a de la technologie, mais il n'y a pas de main-d'œuvre. La main-d'œuvre de Bedrettin, ce sont surtout des enfants. Ils travaillent au noir, 12 heures par jour, 6 jours sur 7. En Turquie, le travail des moins de 14 ans n'est interdit que sur le papier. Nous ne faisons pas de différence entre les Turcs et les Syriens. Mais il se trouve que les Turcs aujourd'hui, ils préfèrent envoyer leurs enfants à l'école plutôt qu'à l'atelier. Les Syriens, eux, ils ont besoin de travailler pour survivre. Donc, ils viennent me demander du travail. Si c'était des Turcs, je prendrais des Turcs. Quand les petites mains turques grimpent l'ascenseur social, les Syriens les remplacent. Mais quand ils sont issus d'une classe moins pauvre, alors ils peuvent peut-être se croiser à l'école. Depuis 1 an à Kilis, cet établissement est partagé entre Turcs et Syriens. Comme ils ne parlent pas la même langue, la matinée est réservée aux locaux, l'après-midi aux réfugiés. Dans notre pays, on traite tous les enfants de manière égale. C'est normal. Après tout, ce sont des enfants. Ils sont innocents. Ça se passe bien là, mais si on en faisait plus, selon moi, ça n'en serait que mieux. Il est midi. Les 220 enfants turcs ont terminé leur cours. C'est au tour des Syriens. Ils sont 400. Les cours sont en arabe. Ils ont leurs propres enseignants, leurs directeurs. Le projet est pilote pour lutter contre la déscolarisation des Syriens. Mais le partage fait des mécontents. Le directeur turc de l'école est en première ligne face aux parents d'élèves. Car les cours des enfants turcs ont été réduits de 2 heures par jour. Du coup, les gens ont mis tous leurs problèmes sur le dos des Syriens. Nous avons fait notre possible pour réunir nos élèves turcs, leur expliquer qu'il n'en était rien. Mais peu à peu, les parents ont commencé à retirer leurs enfants turcs de l'école. Avec le temps, l'hospitalité turque est mise à l'épreuve. Le statut des Syriens est officiellement passé d'invité à protégé temporaire. Syriens et Turcs de Kilis s'observent en chiens de faïence. La perception des Turcs, c'était que les Syriens étaient temporaires. Et maintenant, on devient de plus en plus conscient, les citoyens, mais aussi le gouvernement, que les Syriens seront un composant permanent de notre société. Et d'après moi, ça sera l'étape la plus difficile pour les Turcs, mais aussi pour les Syriens. Plus le temps passe, et moins les Syriens s'attendent à rentrer chez eux. Il va falloir apprendre à vivre ensemble. Les autorités turques ont bien pris les devants. Elles ont ouvert leurs villes et aménagé des camps. Mais elles viennent aussi de fermer leurs frontières, comme si l'ultime solution à la migration des Syriens était de les empêcher de quitter leur pays.